Salut! Avant l'épisode d'aujourd'hui, je veux te parler d'une newsletter que je viens de lancer. Avec Nouvelle École, je prépare des dizaines d'interviews. Pour ça, je lis, je visionne ou j'utilise beaucoup de choses. Et j'ai décidé de les partager avec toi. Donc chaque vendredi, je partage par email 3 choses qui m'ont plu ou que j'utilise. Et ce peuvent être des livres, des documentaires, des films, mais aussi des applications que j'utilise. C'est un email très court qui se lit en 1 minute. Et je te mets le lien dans la description de l'épisode. Comme ça, tu peux t'inscrire et tu peux l'envoyer à tes amis et tous ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, et maintenant, l'épisode 53. J'ai envie de faire que des trucs que j'aime, tout le temps. Mon concept, c'est je me lève le matin quand je veux, je me couche le soir quand je veux, et entre ces deux moments, je fais ce que je veux. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Aujourd'hui, je reçois Fibre Tigre. Fibre est un individu mystérieux, entrepreneur et artiste qui partage sa vie entre différentes activités. Il est notamment scénariste de fiction dans le jeu vidéo d'abord, mais aussi récemment pour une série. Il est également membre de Qualité avec un R, le studio de podcast qui produit notamment Studio 404 que tous les bons amateurs de podcast connaissent. On parle beaucoup de sa philosophie de vie. Fibre a décidé de ne faire que ce qu'il aime tous les jours. Il m'explique son approche créative et comment on fait pour produire des œuvres importantes. On parle du poids qu'exerce la société sur ceux qui décident de sortir des cases. On détaille son organisation et ses cheat codes pour hacker la vie. Enfin, on parle du bonheur, de la nécessité d'échouer et de sa théorie du $1 million que j'ai beaucoup aimé. Pensez à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts ou les autres plateformes en tapant Nouvelle École, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Eh bien, commençons, comme ça je ne te piège pas. Alors, bienvenue Fibre Tigre sur Nouvelle École. Fibre, donc tu es, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que tu fais quand même beaucoup de choses, mais moi je dirais que tu es auteur principalement et que tu écris de la fiction et que tu écris en ce moment, disons depuis quelques années, principalement de la fiction pour des jeux vidéo. Et tu commences du coup, comme tu l'as dit, à écrire des séries. Oui. Est-ce que je suis dans le juste ? Juste pour préciser tu bien peux les choses, ouais. Moi j'aime bien représenter ma vie par rapport on va dire à l'argent, au flux financier. Parce que si je fais 50% de ma vie c'est de la randonnée, mais ça m'apporte pas d'argent, c'est quand même, enfin, je peux arrêter la randonnée si je meurs de faim un jour. Donc aujourd'hui, 90% de mes revenus c'est le jeu vidéo. Et principalement parce que le jeu vidéo ça paye bien. Voilà. On peut fournir la même somme de travail dans d'autres secteurs d'activité, ça paiera moins bien tout ce qui est scénario, sauf dans des cas très particuliers. Mais effectivement, j'ai roulé ma bosse dans plusieurs domaines d'activité, pas souvent avec de la réussite d'ailleurs. J'ai souvent échoué. Et j'adore raconter des histoires, j'adore en lire. Et on est dans un milieu en ce moment, avec la mutation des médias avec Internet, hyper excitant quand on va raconter des histoires et qu'on n'est pas un peu dans le délire je vais être édité chez un grand éditeur ou je vais absolument avoir ma BD en 46 pages et machin. Si on ose dire demain je vais être le prince d'Internet, je vais être le prince de Twitter, je vais être le prince de Wattpad, je veux faire de la web série, tout ça, et t'as pas de complexe par rapport à l'ancien monde qui était ça, on vit des moments super excitants où tout est possible et je kiffe même si je suis un peu vieux. Voilà. Parce que ça brille de la créativité, le côté Flammarion, le côté... déjà tu te retrouves avec des vieux. Et s'il faut mettre, surtout, en fait, ce qui est important, je pense, quand tu écris une histoire, c'est pas simplement de l'écrire et qu'elle soit distribuée à la Fnac, tout ça. Il y a une étape qui est essentielle, c'est d'être lu. C'est-à-dire que tu peux être un auteur édité, payé, distribué, comme Christine Boutin par exemple, mais personne ne t'achète. Ou tu peux avoir la phase encore pire, c'est que tu peux être un auteur que tout le monde achète et que personne lit. Parce que tout le monde a Umberto Eco, le pendule de Foucault dans sa bibliothèque, mais personne ne l'a lu au-delà des 4 premières lignes parce que c'est très compliqué, tu vois. Donc, il y a de la même façon que dans beaucoup de domaines, je pense à Twitch, aux jeux vidéo, par exemple, et maintenant un petit peu dans les livres, on est passé directement du producteur au consommateur sans les intermédiaires de distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on fabrique un jeu vidéo, idéalement, on se passe de la presse, des intermédiaires, on va directement au consommateur, c'est-à-dire qu'il va kickstarter peut-être le jeu, qu'il va acheter directement le jeu, qu'il va twitcher le jeu qu'il a acheté, il va en faire la communication, donc une relation personnelle avec le consommateur. Et ça, c'est si on peut,
c'est dans l'air du temps et c'est cool, c'est très excitant. C'est aussi comment ça s'appelle, un petit peu, c'est une prise de risque parce qu'on est un peu dans la radio crochet du fait de d'écrire des choses. C'est-à-dire que avant, vous étiez un auteur installé, vous aviez un éditeur qui vous faisait confiance, il y avait toute une machine marketing derrière, et quoi qu'il arrive, avec un peu de damage control, vous arriviez à en vivre. Même quitte à des subventions, des choses comme ça, je parle dans tous les domaines d'activité. Demain ou aujourd'hui, on va dire, si on monte sur le ring de la concurrence, tu vas écrire une histoire et tu vas te planter, tu vas être nul ou tu vas complètement cartonner et ça va être génial. Et ce qui est bien, c'est que tu as vraiment la monnaie de ta pièce. C'est-à-dire que tu n'as pas tout un dispositif pour faire du damage control derrière. Et c'est bien, c'est la vraie aventure. Voilà. Et même si je suis un petit peu vieux, je kiffe encore d'être dans cette aventure-là. Je pense que quand T'as quel âge ? J'ai bientôt 40 ans. Voilà. Et vraiment, dans quelques mois. Du coup, tu dis vieux par rapport à ton industrie, c'est ça ? Parce que pour le coup, pour écrire, c'est pas du tout un âge avancé, quoi. Si, quand même. Si. Oui. Je peux pas dire autrement parce que aujourd'hui, j'ai 40 ans et quand je rencontre des gens de 40 ans, ils n'ont pas le même rythme de vie que moi, ils votent pas comme moi et ils sont pas sur Snapchat. Voilà. Donc, c'est vraiment. Mais est-ce que c'est toi est-ce que c'est pas eux qui ont oublié d'être jeunes très tôt ? Bah, oui, ils font. Enfin, ça dépend parce que là, c'est en lien direct avec ce que je t'ai dit sur le monde de l'édition et de la transmission d'histoire. C'est qu'aujourd'hui, je suis pas sur Snapchat parce que je kiffe de voir des jeunes avec des filtres ou des trucs comme ça. C'est que Snapchat, c'est là où ça bouge. C'est là où sont les jeunes et c'est là où sont. Et les jeunes, c'est les futurs vieux. Donc, c'est l'avenir en quelque sorte. Et je veux être présent avec eux. Parce que je veux que ce soit eux qui lisent mes histoires et pas les parents qui achètent pour leurs enfants et les enfants en fait en secret ils regardent Snapchat, tu vois. Je veux pas être hors du coup en termes de. Enfin, je veux pas me planter, voilà, dans la com. Ce que tu dis, c'est qu'il faut faire la différence entre l'impact perçu et la véritable influence de ton travail, c'est ça ? Tu veux dire que par exemple, il y a des choses dont on entend beaucoup parler et qui finalement n'ont pas un vrai impact sur les gens, qui vont pas les lire peut-être vraiment ou les écouter vraiment. Ce qui est intéressant, c'est par exemple sur la perception en termes de réseaux sociaux, si tu vas avoir des journalistes de 30 ans, tech ou non, on va dire plutôt pas tech, tu leur dis il vaut mieux être sur Instagram Stories ou sur Snap, ils vont dire mais sur Instagram Stories. Et pourquoi ils vont le dire ? Parce qu'eux, ils ont plus de vues sur leurs stories d'Instagram. Mais c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'ils sont un petit peu vieux, ils sont dans leur petite bulle. En fait, le monde bouge sur Snap. C'est fragile. Hein. Demain, ça peut complètement exploser et aller sur un autre truc. Mais en gros, comment dire ? C'est encore une fois exploser les intermédiaires. C'est-à-dire que tu vas pas taper sur Internet en disant quel est le média le plus puissant et avoir une réponse d'un mec. Tu vas aller voir ta petite sœur de 16 ans et lui dire tu fais quoi dans la journée ? Elle va dire bah je suis sur Snap et après je vais regarder Cyprien sur YouTube et le soir je vais regarder Twitch Minecraft, voilà. Et c'est ce que font les jeunes aujourd'hui, c'est hyper volatile, c'est-à-dire demain ça changera et il faut être là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui quand on crée une histoire et qu'elle va mettre, enfin que ce soit dans le jeu vidéo par exemple, qu'elle va mettre 1, 2, 3 ans à être produite, il faut prendre en compte que le moyen de prescription, c'est-à-dire est-ce que c'est la presse qui va en parler ? C'est pas le cas. Est-ce que c'est les youtubeurs qui vont en parler ? Ils sont de moins en moins influents. Aujourd'hui, c'est les Twitchers. Et quand on pense à un jeu vidéo, on se dit, ce jeu vidéo, il va marcher sur Twitch parce qu'il a telle feature. Ça va exploser sur Twitch. Et donc, on sait déjà de base qu'il a plus de chances de survivre qu'un autre projet. Du coup, on écrit pour Twitch, en quelque sorte. Aujourd'hui, ouais. Ouais. Est-ce que c'est pareil avec les séries, par exemple ? Est-ce qu'on écrit pour Netflix ? Parce qu'on sait que les gens vont mater par tranche de 45-50 minutes. Alors, ça me fait réfléchir. Je réfléchis à ça parce que je me dis, est-ce que ça veut dire que quand tu produis quelque chose, si tu veux faire un hit game, ou un succès commercial, parce que souvent les gens disent non, moi j'ai pas besoin que mon jeu ait du succès ou que mon produit fonctionne, mais je pense que c'est un peu un demi-mensonge et qu'on a tous envie que ce qu'on crée fonctionne, en tout cas soit lu ou soit écouté, soit acheté. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut incorporer dès le départ le médium un peu dans la création ? En fait, il y a soit t'écris pour te faire plaisir, ça si tu fais plaisir. Je le fais en ce moment. Et parfois, ça donne des bonnes choses, mais c'est vrai que c'est pas le succès assuré. Soit t'écris pour faire de la recherche et du développement. Ça aussi, je le fais. C'est-à-dire, tu fais des trucs, tu sais que tu vas te planter, il faut accepter l'échec, mais peut-être dans cette mine de charbon, tu vas trouver un diamant. T'arrives à mettre du temps de côté
Ah ouais, faire de la recherche fondamentale de ton... Tous les soirs, depuis l'année dernière, j'ai fait 160 heures de recherche et développement, tout sur Twitch. J'ai fait du code et j'ai dit ce soir, on va tester ce principe de gameplay. Voilà, tout est sur le YouTube, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai une dizaine de personnes qui me regardent parce que voir un mec coder et se planter, c'est chiant. Mais moi, ça m'aide vachement. Et j'ai même fait des conférences sur le sujet. Mais donc il y a la recherche et développement et après il y a le travail professionnel. Et on n'est pas là à être subventionné et attendre que le temps passe, si tu veux, en touchant notre salaire, parce qu'en plus, moi, je touche pas un salaire, c'est-à-dire je suis payé au succès. Donc, l'objectif, c'est vraiment de gagner un maximum d'argent. Mais je vais même te dire, c'est la rue vers l'or, c'est-à-dire que soit tu es millionnaire, soit tu n'as rien, tu vois. C'est très binaire, notamment le jeu vidéo. Enfin, il y a des confrères qui vont dire « Ah, c'est pas du tout ça », mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que dans le mobile, par exemple, tu fais 60% de ton chiffre d'affaires le premier jour. Tu vois. Donc il y a 1000 jeux qui sortent par jour, un truc comme ça, non ? Un peu plus, ouais. Donc il y a de la concurrence, tout ça. Mais tout ça pour te dire que quand tu fabriques ton projet de façon professionnelle, tout doit être pris en compte. Donc là, je t'ai parlé des modes de prescription, mais on peut parler aussi, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, je vais écrire un jeu où tu as un personnage qui est sexiste ? C'est plutôt risqué, tu vois. C'est pas le moment parce que tu vas t'en prendre plein la tête, tu vois. Ouais, remarque, ça pourrait faire un bad buzz. Tu pourrais le faire de façon intelligente, ouais. Mais est-ce que les gens sont trop fébriles aujourd'hui pour qu'on en discute ? Et en plus, moi, en tant qu'homme blanc privilégié, tu vois, je vais au désastre, tu vois. Donc, c'est pas le moment. Donc, il y a ça, il y a les récifs à éviter. Il y a les trucs cool aussi. Il y a un moment, Stranger Things, c'était cool. Aujourd'hui, c'est la fin du cool, tu vois. Mais si tu avais anticipé le succès de Stranger Things 5 ans avant qu'ils arrivent, et que ton jeu il sort pile poil en même temps, c'est banco, tu vois. Et donc ça donc on va dire que tu as des facteurs d'anticipation de tes créations de tes projets qui font que ton projet va marcher. Et après les distributeurs, enfin je connais pas trop le monde de la série, mais effectivement les distributeurs ont des personnalités et des lignes éditoriales. Par exemple, Black Pills, c'est français, ça appartient à Xavier Niel. Eux, ils font des projets vraiment barrés, bizarroïdes, tu vois. Tu vas pas leur dire, tiens, on va faire, je sais pas, Plus belle la vie, un spin-off, tu vois. Non, par contre, tu fais un spin-off à la David Lynch de Plus belle la vie, pourquoi pas, tu vois. Mais en tout cas, c'est pas ça. Voilà, il y a d'autres acteurs, donc je peux pas trop en parler, mais voilà, Canal+ a une personnalité. Et Canal+ n'est pas M6, même s'ils ont deux personnalités tout à fait intéressantes toutes les deux. Voilà. Donc effectivement, il faut que le projet il soit sexy. Et après, il faut qu'il marche. Mais en France, les artistes, ils sont subventionnés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es artiste, il y a cette philosophie qui est très bien, que je ne conteste pas. Je ne suis pas subventionné, mais peut-être que je peux trouver quelque chose, je viens d'y penser. Oui, bien sûr. Mais il y a comment ça s'appelle ? Il y a cette philosophie que je ne conteste pas, mais qui peut être contestable, qui est de dire la culture, c'est la culture. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui ne marche pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas droit à de l'argent quand même. Donc, si ton projet il est solide, que tu as de l'expérience, que tu as fait tes preuves, en général, que ce soit le jeu vidéo, la série télé, c'est autre chose, le cinéma, mais en gros, il y a des aides. Voilà. Et le livre aussi, il y a des aides, la bande dessinée, il y a des aides. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fonctionnariat un peu... Exactement. Il y a aujourd'hui, par exemple, dans le secteur du jeu vidéo, c'est pas ultra courant, mais il y a des fonctionnaires du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font un dossier, qui touchent des subventions, qui font le jeu, que le jeu marche ou pas, ils n'en ont rien à battre. Moi, je peux dire un truc, c'est que si j'ai un jeu qui marche pas ou un jeu qui marche, c'est ma vie, c'est la vie et la mort pour moi. Même pas au niveau de l'argent, c'est-à-dire que je suis hyper attaché à mes projets, c'est mes enfants. Si ça marche pas, je les aimerais tous autant, à part qu'ils auront été rejetés par les gens. Voilà. Mais est-ce que du coup ça encourage pas une sorte de nivellement par le bas ? Je pense que j'imagine que des pays comme les États-Unis doivent pas avoir ce système du tout. Est-ce que ça empiète pas un peu sur le niveau global de l'industrie en France ou... Alors au niveau de comment ça s'appelle au niveau des subventions dans le jeu vidéo, il y a l'Australie par exemple qui en a, il y a le Canada qui est une niche fiscale fabuleuse et il y a la France. Après je connais pas trop pour les autres. C'est un débat, franchement. Je peux pas te dire. Je pense que dans le fond, le vrai créateur, il va pas chercher de subvention. J'en ai eu une pour un jeu et elle m'a bien aidé à titre personnel d'ailleurs parce que il y a pas tous les jours, on n'est pas toujours, ça marche pas tous les jours bien. Pourquoi le vrai créateur va pas chercher de subvention ? Parce que tu perds du temps déjà. Tu perds énormément d'énergie à faire un dossier et que tu devrais mettre dans ton jeu et t'as vraiment pas de l'énergie à perdre quand tu fais un jeu vidéo ou une œuvre. Et même, je pense que le cinéma et la série télé, c'est pareil parce que c'est très... Enfin,
le moindre seconde compte. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Et le problème aussi, c'est que quand tu demandes une subvention, tu vis au rythme de la subvention. C'est-à-dire que déjà, comme tu n'es pas censé avoir commencé le projet avant de toucher la subvention, parce que tu ne vas pas dire je voudrais une subvention pour ce projet et tu vas pas le faire avant, donc tu ne peux pas le faire avant de toucher la subvention. Après, ils te la donnent parfois en 2 fois, en 3 fois, et après, il faut que tu le sortes, tu as des milestones. Donc en gros, tu as une administration qui décide du rythme de ton projet, alors qu'on est dans un maelstrom. C'est-à-dire qu'on est tous en train de s'entretuer, tu vois, dans le secteur. Et tu vois, aujourd'hui, Twitch domine, mais demain, il y a, je sais pas, BIM qui est 2 fois plus puissant, qui devient 2 fois plus puissant, c'est une hypothèse, et qui a d'autres modes de fonctionnement. Voilà, t'as eu ton projet qui est financé sur certaines bases. Est-ce que tu peux tout changer, tu vois? Tu peux tout changer dans certains cadres, mais c'est compliqué. Donc c'est... il y a une perte de vitesse et il y a une perte de liberté aussi, un peu. Ouais, enfin, je suis pas... comment dire? Tout dépend. Tu vois, par exemple, la perte de liberté, je l'ai surtout ressenti dans le cas du crowdfunding. Crowdfunding, j'ai toujours été une voix qui a dit le crowdfunding, c'est toxique pour la création de jeux vidéo. Et on m'en a voulu et on m'a dit que c'était pas vrai. Et j'accepte qu'on dise que ce soit pas vrai. Mais moi, j'étais content de le dire parce que il fallait que quelqu'un, quand l'affaire est trop belle, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise attendez, l'affaire est un petit peu trop belle. Et dans les faits, il y a eu des arnaques de ci et là. Mais ce qui m'embêtait le plus dans le domaine du crowdfunding, c'est que les gens faisaient un crowdfunding pour avoir des sous. Et pour avoir des sous, il fallait qu'ils disent des choses un petit peu sexy. Il fallait dire voilà, dans mon jeu, je caricature, mais en gros, il y aura des pirates et des ninjas. Or, moi, en tant que joueur, je veux un jeu qui me dise un truc que j'ai pas inventé, que j'ai pas imaginé, dont je ne veux pas, tu vois. Genre, ce jeu, jamais tu aurais pu l'imaginer de ta life, et il est là, tu vois. C'est pas le jeu. Et donc, il y a ce côté de relation, de soumission un petit peu au désir des gens qui vont te donner de l'argent que j'ai pas trop apprécié. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, de toute façon, le marché du crowdfunding est très très particulier aujourd'hui et il a peu d'impact dans le jeu vidéo. Voilà. J'avais envie de parler d'autre chose, mais je voulais quand même dire pour en revenir à la création. Tout à l'heure, tu disais, tu sais, il faut être dans le bon timing, donc tu testes beaucoup de choses pour rester dans l'air du temps. Est-ce que finalement, tu dis que le crowdfunding peut brider la créativité, mais est-ce que le fait de vouloir être dans l'air du temps peut pas brider aussi la créativité? Je t'ai vu écrire quelque part que tu voulais peut-être m'en prendre ton temps pour écrire très très lentement un grand jeu, tu disais. Ouais. Est-ce que c'est possible de sortir un grand jeu ou un vrai produit d'une qualité immense quand tu es dans des contraintes de temps, de budget, est-ce que ça va être dans le coût? Alors, ça c'est un grand débat qu'on a dans les créateurs de jeux vidéo. C'est hobbyiste contre professionnel. C'est-à-dire, est-ce que le mec qui est dans sa cave et qui est nourri par sa mère et qui se donne aucune contrainte, est-ce qu'il va faire le prochain Minecraft? Ou est-ce qu'au contraire, le prochain Minecraft, c'est des mecs qui maîtrisent tout sur le bout des doigts? On ne sait pas. S'il y avait une recette miracle pour faire des jeux vidéo parfaits, tout le monde l'appliquerait. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pas de patron pour l'instant. Touchons du bois, tu vois, je touche du bois. J'ai pas vraiment de clients et je peux dire à beaucoup de clients, écoutez, j'ai pas le temps. Voilà. Donc ça, c'est un luxe incroyable dans ma vie, ce qui fait que je peux faire notamment de la recherche et du développement. Donc là, je fais des grands jeux sans fin, par exemple. Mais j'ai un autre jeu qui s'appelle The Beautiful Walk, par exemple. C'est un jeu vidéo que j'ai calculé. Je vais mettre 15 ans à le faire, à le fabriquer, tu vois. Donc on parle du jeu où en fait qui va calculer les pas que tu fais. Ouais, toi, c'est un jeu d'aventure qui prend les kilomètres que tu fais dans ta journée et il les met sur un parcours de Paris à Paris tout autour du monde. Donc il y a Paris, Singapour et ainsi de suite. Donc voilà. Et à tous les 10 km, tu as une photo de là où tu es et tu as une aventure. Donc j'ai écrit, je sais pas, toutes les aventures d'ici jusqu'à... En ce moment, je suis en Birmanie, là. Et c'est... Tu fais des recherches sur la Birmanie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est fantastique parce que déjà ça me fait visiter le monde dans des endroits comme l'Afghanistan ou le Tadjikistan. Je serais jamais allé et c'est super intéressant et c'est super passionnant. Et attends, quand tu dis visiter, est-ce que tu y es vraiment allé? Ah non, j'adorerais aller à Samarcande, mais malheureusement, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait. Mais voilà, et c'est super émouvant. Et là, on est... Et voilà, et donc c'est un jeu dont j'aurais écrit toutes les aventures dans 10 ans, par exemple. Mais...
et que je fais depuis 5 ans et je suis très content, quoi. Donc en fait, quand tu me dis ça, j'ai presque l'impression que tu as un portefeuille comme un portefeuille d'investissement. Tu as un portefeuille de produits avec des produits court terme, des produits long terme, des trucs qui vont jamais rien te rapporter mais qui sont justement que tu testes, tu vois. Est-ce que tu essaies d'équilibrer comme ça justement l'investissement et le retour? Ouais, alors il y a trois choses à voir. Donc il y a l'investissement brick and mortar old school, qui est de dire par exemple, toi, tu as de l'argent, tu dis qualité, vous faites des bons podcasts, j'ai envie de mettre 5 000 euros dedans, et puis dès que vous voulez racheter vos parts, vous me redonnez 10 000 euros. Tu vois, tu as doublé ton capital si un jour on a l'argent. Tu vois. Ça, c'est l'investissement classique. Après, tu as un investissement, tu as un investissement que j'appelle investissement Internet ou néo-investissement. C'est-à-dire que tu ouvres un compte Twitter et tous les jours à midi, tu tweets « j'ai faim ». Tous les jours, tu vois. Et les gens, ils vont dire « qu'est-ce que c'est que ce mec ? Pas drôle, hold », tu vois. Et en fait, au bout d'un an, tout le monde attend que tu dises « j'ai faim ». Si tu dis pas « j'ai faim », genre c'est une catastrophe, t'es en top tweet, il se passe pas. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as capitalisé, puisque t'as créé autour d'un processus, en fait, t'as investi un petit peu de ton temps chaque jour. Et en fait, t'as créé un truc qui tire l'attention des gens. C'est-à-dire qui en fait, en termes marketing, est complètement immatériel, mais qui vaut de l'argent, tu vois. Et ça, c'est complètement la nouvelle économie. Et c'est pour ça, aujourd'hui, tu vois, Fibre Tigre, ton podcast, aujourd'hui, le fait qu'on soit réunis, tout ça, c'est un ensemble de choses qui ont de la valeur et que personne ne perçoit et qui ne rentrent pas en comptabilité. Mais ça va changer. Le monde est en train de changer. Je veux dire, les vieux sont en train de vieillir et de sortir du coup. Tu vois, les jeunes, par contre, ils sont très sensibles à ça. Et il y a la troisième chose, qui est la version 2.0 de cette version 2.0. Parfois, dans la vie, tu investis dans un truc qui est bizarre. Enfin, ça pourrait dire, tiens, tous les jours, je vais courir, par exemple. Mais ça peut être encore plus subtil que ça. Je vais juste faire cette activité pour mon moi personnel. Et ton capital de toi, il va augmenter. Et ça va avoir un impact sur tout le reste de ton activité. Voilà. Donc, c'est toutes ces valeurs intangibles que tu essaies de créer, toi, en fait ? En tout cas, tout le monde le fait plus ou moins, mais il faut le faire. Toi, tu le rationalises un peu ? Ouais, disons, j'en ai conscience et j'espère que je ne m'illusionne pas. Et je trouve que on a le contrôle déjà sur les choses. Et c'est bien, c'est un grand luxe dans la vie de faire des choses, pas pour l'argent, tu vois, mais pour une valeur qui est pas... Enfin voilà, tu vois, quand tu as des gens autour de toi qui disent que leur objectif c'est d'acheter un appartement, comme ça ils sont rentiers, tu vois. Moi je suis J'en ai tous les jours en ce moment, c'est pile mon âge là. Voilà. Ils veulent tous acheter un appartement et moi je suis anti. Mais j'ai vécu ça et c'est compliqué parce que toute la société est axée autour de ça. C'est-à-dire que ton banquier va t'appeler, il va dire mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez payer un loyer au lieu d'acheter. Il ne comprend pas. La fameuse théorie de jeter l'argent par les fenêtres. Voilà, c'est ça, c'est terrible. Alors que en fait, contracter un emprunt et avoir à payer cet emprunt tout le temps et être attaché c'est des choses qui relèvent de l'ancien monde, j'espère en tout cas, et qui vont peut-être changer dans le futur, voilà. Et puis de toute façon on est de plus en plus nombreux, c'est compliqué, c'est pas très écolo d'être tous propriétaires, voilà. Comment tu fais du coup pour quand je t'entends là, j'ai vraiment l'impression que tu essayes de créer ces capitaux sur plein de domaines différents. Et en fait, comment tu le mets en application, en gros, tous les jours Alors, je sais que tu as une organisation ultra détaillée, ouais. dont d'ailleurs tu partages chaque année. En fait, tu fais un tableau Excel, ouais. un spreadsheet, sur lequel tu vas noter toute ton organisation. Ouais. Et ensuite, tu le partages. Et en fait, j'ai envie de savoir comment justement tu agences tout son temps. Parce que j'ai l'impression que le temps, la gestion du temps et la rentabilité du temps est devenu pour toi quelque chose d'important. Ouais. Je suis dans cette. Alors déjà, alors, organisons notre vie. Alors, tout ce que je dis, c'est très théorique, hein. Malheureusement, la réalité est plus sombre et plus triste. Mais en gros, moi, ma vie, j'ai envie de faire que des trucs que j'aime, tout le temps. Mon concept, c'est je me lève le matin quand je veux, je me couche le soir quand je veux, et entre ces deux moments, je fais ce que je veux. C'est ça, c'est le concept. Et donc, d'allant, enfin, en suivant ce concept-là, chaque heure qui passe, tu peux l'occuper à des trucs kiffants. Et effectivement, quand tu te retrouves 1 heure sans rien faire, c'est l'horreur, puisque tu fais pas un truc kiffant, tu vois. Donc, je veux absolument faire des choses que j'aime tout le temps. Et donc, j'ai créé... donc, c'est un peu la psychose du bonheur, tu vois. Et j'ai créé un fichier Excel. Donc, ça fonctionne comme ça. Il y a une ligne par jour. Donc, il y a une ligne pour le 12 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier.
ensuite, il y a une case blanche qui est dans laquelle, alors que je ne publie pas, c'est mon journal intime. Je dis, aujourd'hui, j'ai rêvé de ça. Je me suis levé, j'ai fait ça. J'ai eu des super nouvelles, ça s'est très bien passé, ou c'était catastrophe, ou même je suis angoissé, je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai raconté des trucs. C'est quelque chose que j'ai pas publié parce que je l'ai montré à mes amis et ils m'ont dit, franchement, t'es tout le temps en train de déprimer. preuve que je suis pas super heureux, tu vois. Mais voilà. Donc c'est vrai que je suis souvent dans le bad. Mais attends, parce que moi, j'interromps beaucoup, mais c'est parce que ça m'intéresse énormément et j'aimerais bien qu'on les prenne un par un. Pourquoi le journal intime ? Alors parce que j'étais vraiment, je suis pas souvent heureux en fait. Et je pense que c'est parce que, effectivement, tout d'abord, j'ai dit que je vivais pas avec mon temps et j'en faisais une force. Mais le fait est que je ne vis pas avec mon temps. C'est-à-dire que les gens de mon âge sont des gens qui ont une maison, peut-être deux, je suis un ingénieur grandes écoles. Donc, ce sont des gens qui ont une famille, qui sont mariés quand je crée ma première entreprise, tu vois, et qui ont 2 enfants. Leurs enfants vont au foot ou à l'escrime, tu vois. Enfin, moi, je suis loin d'avoir ça, tu vois. Je veux dire, je suis encore dans ma vie d'étudiant, tu vois. Enfin, en termes d'infrastructure autour de moi, en termes de capitaux fonciers, je suis dans une vie d'étudiant. Donc c'est des choses que tu veux. Non, pas du tout. Mais je me sens pas du tout à ma place dans ce monde. Et quand je dis bonjour, c'est Fibre Tigre à quelqu'un respectable de la société, qui soit banquier, comptable, tout ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que et en plus tu dis, moi dans la vie je fais des jeux vidéo, je peux te dire que les gens ils disent d'accord, ok monsieur, super, enfin t'as vraiment l'impression d'être un gros nul, quoi. Et donc heureusement que je sais que eux ils souffrent parce qu'ils se lèvent très tôt le matin et que toute la journée ils doivent subir des choses et faire des projets qui sont pas les leurs et voilà, et qui sont dans un monde un petit peu qui est vide de sens. Donc ça c'est en fait, il y a un côté où vous vous enviez mutuellement. Exactement, tout à fait. On se rencontre et je les vois qui disent c'est cool quand même. Et moi je leur dis non mais tu te rends pas compte que toi t'as 2 maisons, enfin t'as des enfants, tu vois, t'as tellement d'avance sur moi et je sais pas trop, tu vois. Donc donc la société est difficile quand même pour des gens aussi privilégiés que nous et qui avons la chance de faire les métiers que nous faisons, tout ça. Tu penses que si tu étais devenu super millionnaire, la société serait difficile quand même, ou tu t'en aurais plus rien à foutre? Alors j'ai envie de te dire, mais je suis peut-être millionnaire. Tu es peut-être millionnaire, voilà, après tout, ça. C'est vrai. Donc, mais je peux dire, c'est vrai. Ouais, je peux dire qu'effectivement, il y a une étude qui est sortie il y a 2 mois, dans laquelle on a demandé à plein de gens quelle somme d'argent il vous faudrait exactement pour être heureux, pour être vraiment relax. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait 20% de plus, 2 fois plus, 3 fois plus? Toi, il te faudrait combien? Moi, je pense en fait, moi, le problème, c'est que parfois, comme j'oublie de travailler pour de l'argent parce que j'aime trop mes trucs à côté, j'ai vraiment plus d'argent. Mais en fait, si je travaille normalement, moi, j'ai largement assez d'argent, je trouve. Je dépense pas trop et je m'en fous un peu. Parce qu'en général, les gens qui gagnent 1 000 €, enfin, c'était en dollars, 1 000 $, ou qui soient millionnaires, ils disent vraiment, je serais vraiment bien avec 2 fois plus d'argent. Si j'avais 2 fois plus, mais vraiment, là, je compte plus, tu vois. Et c'est marrant parce que, quelle que soit la somme, donc, à partir du moment où tu peux te payer tout ce dont tu as envie, et aujourd'hui c'est mon cas, mais c'est parce que j'ai pas trop d'envie non plus que faire les choses que je fais, et t'es riche. Donc je suis riche aujourd'hui. Voilà. Mais tu me diras, ça aide aussi parce que si l'équation du bonheur, c'est un peu la réalité sur tes attentes. Et si tu baisses tes attentes, est-ce que t'as pas un peu plus de bonheur? Oui, complètement. Moi, personnellement, franchement, des pâtes avec du gruyère, mais je suis tellement heureux, tu vois. Je suis tellement heureux. Tu vois, genre, c'est pas la peine. Enfin, j'ai pas. Et même, je vais te dire, imagine que je suis un méga gourmet de ouf, tu vois. Je veux me payer le plus grand restaurant de la terre. C'est quoi? C'est à Paris, c'est Gagnères, c'est 250 €. C'est vrai que c'est cher, mais même si t'es au SMIC et que t'économises 50 € par mois, tu peux pas te le voir tous les jours, quoi. Voilà, tous les 5 mois, tu te fais ton petit. Tous les 5 mois, tous les 10 mois, tu fais ton. Bref. Ouais. Tous les 5 mois, tu te fais ton petit gagnard. Donc, c'est pas. Voilà, on a beaucoup de pression sur l'argent, mais c'est un système de pression qui profite aux puissants. C'est-à-dire que la banque te dit, monsieur, il faut vraiment que vous fassiez un emprunt pour avoir un appartement, pour être normal comme les autres, tu vois. Et effectivement, il faut avoir la force de dire, mais où est le piège, tu vois. Et quand tu sens qu'il y a un traquenard, il faut pas, tu vois, il faut pas avoir de voiture, voilà, c'est compliqué. Mais c'est très difficile, d'autant plus quand, moi je l'ai vu parce que j'ai fait des études dans une école de commerce, et là où en fait moi j'ai une structure familiale un peu défaillante, c'est-à-dire que ma famille est c'est un peu n'importe quoi, mais j'ai beaucoup de potes de là-bas qui ont une vraie famille normale qui fonctionne. En fait, le père travaille, la mère gagne de l'argent, tout le monde. Et du coup,
là où pour moi peut-être il y a eu une échappatoire dans le sens où on dit un échappatoire, c'est pas grave. dans le sens où personne n'a pu me dire à un moment non mais il faut que tu bosses, il faut que tu aies une baraque, il faut que tu aies un emprunt. Ouais. La plupart de mes potes c'est pas le cas. On leur a dit non regarde ce qu'on a fait, on l'a fait comme ça et il faut que tu le fasses comme ça. Et en fait si tu te demandes pourquoi, on sait pas vraiment pourquoi, mais on a juste pas envie que tu ne fasses pas comme ça parce que ça va nous inquiéter. Et je pense que c'est juste ça crée une peur chez les gens autour de toi. Oui. La peur que si tu fais pas comme tout le monde, bah, tu vas faire une connerie forcément puisque tout le monde a toujours fait comme ça. Oui. Et c'est difficile quoi de sortir de ce poids psychologique. Ouais, surtout dans un monde où toi et moi on est nés à une époque où il n'y avait pas internet quoi. Et on l'a vu arriver et la société s'est reconstruite. Ne serait-ce qu'avec les rencontres amoureuses ou tu vois, tout est faut prendre ça en compte et je suis content d'être plutôt du côté des gens qui sont dans le flot de la rivière que sur la rive, tu vois, qui sont là et ils disent ah ouais, il y a une rivière, elle est cool mais je suis pas dedans, tu vois, et quitte à me noyer. Puis souvent je suis dans des situations où je me dis je suis en stress parce que j'ai accepté de faire ça et je suis dans le danger, je me mets en danger, je vais perdre beaucoup de choses, mais je me dis c'est ça la vie, tu vois, c'est pas rester cloîtré, tu vois, il faut prendre des risques à un moment et il faut aussi accepter de changer, voilà. Et ça c'est dur aussi, mais il faut le faire, voilà. C'est dur d'accepter de changer. Ouais, il faut déjà changer d'avis, c'est-à-dire que c'est bien un truc qu'on doit tirer comme leçon de Twitter de ces deux dernières années, c'est que tu peux dire un truc un jour, et tu as des gens qui t'expliquent d'ailleurs, pas toujours violemment, mec, tu te trompes, et dans ce cas-là, il faut s'excuser et dire, ah, effectivement, et changer son avis. On est là, parce que il n'y a pas plus con que les mecs qui changent pas d'avis. Voilà. Alors que j'essaie d'être assez flexible, même si c'est vrai que je suis têtu sur certains sujets, mais voilà. Et j'essaie d'être réaliste. Je suis quand même beaucoup dans le jeu vidéo et je suis beaucoup dans le jeu aussi. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, j'adore la comptabilité, j'adore comment ça fonctionne les entreprises, parce que c'est des règles, tu vois, comme une règle de jeu. Et on voit les failles, on voit les trucs, et c'est trop bien, tu vois. Et effectivement, je comprends qu'il y ait des gens qui soient passionnés par l'évasion fiscale. Ce n'est pas mon cas. Hein. Tu peux hacker, c'est ça? Ah bah bien sûr, c'est super marrant. Mais non, mais c'est ce n'est pas mon cas. Tu nous as fait une Twitter un peu là. Genre, tu sais qu'Internet va réagir au truc. Non, mais c'est vachement marrant. Enfin, c'est vrai que par exemple, rien n'est plus chiant que l'administratif. Mais quand j'ai été ce mec qui n'ouvrait jamais ses courriers, qui avait 3 ans de courrier en retard et qui en pouvait plus, tout ça. Et un jour, j'ai dit allez, j'y vais, tu vois. Je m'y suis plongé comme une passion. Et maintenant, j'adore. C'est-à-dire, tu me demandes d'envoyer un recommandé, j'adore, tu vois. Je te le fais, je dis, ah, mais c'est super. Et ça, faites-moi cette facture-là, on va la mettre en compta comme ça. Et je fais ma saisie comptable, tu vois. Et puis, demain, d'ailleurs, si suite à cet entretien, il y a un inspecteur du fisc qui vient et qui me dit, oh, monsieur, je veux voir vos comptes, je dis, bienvenue, monsieur, parce que justement, on va pouvoir parler comptabilité. J'adore ça, tu vois. Donc, je suis assez relax sur le. Ça serait génial. Ça voudrait dire que les inspecteurs des finances écoutent Nouvelle École. Moi, je veux dire, là, ça serait un genre de mainstream non. Non, mais ils écoutent ça. Mais c'est des gens, le fisc, les impôts, c'est des gens qui sont assez sympathiques. Voilà. On a parlé de beaucoup de choses. C'était, tu nous décrivais ton système d'organisation. Ouais. Et on donc, est parti, le journal intime sert à, c'est le baromètre de ta bonne humeur. Oui, alors en fait, à l'origine, c'était ça. Je voulais noter de 0 à 6 mon humeur. Pourquoi 6? Alors, ça, c'est la question que tout le monde me demande. Ah ouais. Parce que, alors, j'ai une fausse raison et j'ai découvert la raison récemment. Je note tout sur 6, je savais pas pourquoi. Et ça me semblait très facile de couper les choses en 6 parts. Mais en fait, je me suis aperçu que c'était rapport aux dés. Tu sais, les dés, ils ont 6 faces. Et moi, je fais toujours des systèmes de jeu, tu vois. Donc, des notes sur 6, tout ça. Donc, c'est une déformation professionnelle, on va dire. Voilà. C'est ça la vraie raison. Mais en gros, je voulais noter mon moral à 6. Donc, 0, déprime totale, 6, extase maniaque, tu vois. Et parce que je voulais démontrer que mon humeur n'était pas liée aux événements extérieurs, mais c'était un cycle, tu vois, genre comme un sinusoïde, tu vois. Un peu. Voilà. C'est intéressant que tu dises ça parce que je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Parce que moi, vraiment, je suis une montagne russe. Ouais. Et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, je vais avoir 4 jours où je suis trop discipliné, trop bien, trop en forme, trop heureux. Et bam, 2 jours où je suis déprimé et ça repart. Ouais. Eh bien, effectivement, enfin, il y a des. Effectivement, en fait, on est heureux et malheureux a priori sur des. Il faut que je calcule tout ça, mais sur des. Ça n'a rien avec l'extérieur. C'est-à-dire, tu peux passer une journée de merde et être hyper heureux.
et avoir des nouvelles incroyables et dire ouais bof parce que tu as fait un mauvais rêve ou tu te sens mal, tu vois, tu sais pas pourquoi. Et voilà, donc ça c'était. Et même je veux dire, il y a une appli qui s'appelle Clue pour les filles qui suivent leurs règles, tu vois. C'est LOU. Ouais, C-L-U-E, Clue, Okay, donc, Clue, un indice. Et c'est vraiment une super appli, elle est gratuite. Et moi, je l'ai utilisée pour moi. C'est-à-dire que je déclarais pas mes règles, mais tu peux déclarer tout le reste. C'est-à-dire ta libido, ce que tu manges, tout ça. Et je l'ai fait pour voir si j'étais aussi dans un système cyclique, tu vois. Mais bon, c'est mon Excel. Bon. Voilà. Mon Excel, c'est un peu ma recherche et développement aussi. Et donc, après ce tableau, ce journal intime, tu as toutes les tâches du jour. Ça va de faire la lessive à même se lever tôt demain, attention, parce que c'est pas parce que je me lève avec le soleil. Et là, je vais mettre un réveil parce que j'ai rendez-vous à 9h, tu vois, quelque part, par exemple. Tu te lèves avec le soleil. Tu regardes sur la météo à quelle heure le soleil se lève. Et non, je laisse les rideaux ouverts et le soleil me réveille. Le soleil te réveille. Ouais, ça. En hiver, c'est tard, mais en été, c'est tôt. Et toi, tu te couches pas avec le soleil quand même? Non. Ok. Parce que en hiver, tu as des journées. Ouais, non. Justement, je travaille de quoi remplir mes journées. Mais effectivement, ça, je crois que le plus grand luxe au monde, c'est de se lever avec le soleil. C'est tellement le méga kiff et j'échangerais rien à ça contre rien au monde, tu vois. Et cela étant, peut-être qu'un jour j'aurai un gros problème dans ma vie et je serai obligé de prendre un travail et d'aller au travail, tu vois. Mais si c'est pas le cas, enfin voilà, je pense que d'ailleurs toute la société pourrait être complètement tournée vers le fait. Enfin, je vais même te dire théorie du complot. Je crois que les gens, on les fait se lever hyper tôt pour leur empêcher de réfléchir, pour que les mecs ils se disent, ils acceptent la souffrance de pas dormir assez. Et en fait, ils réfléchissent de moins en moins et ils se révoltent pas, tu vois. Parce que moi, effectivement, je suis en pleine forme parce que je dors vraiment autant que je veux et je suis réveillé par des rayons de soleil. Tu dors combien d'heures par nuit, toi? 8 heures, tu vois. Et effectivement, quand le soleil se lève à 10 heures, voilà, je peux coucher à 2 heures du mat. Mais comme je dors autant que je veux et je me réveille dans les meilleures conditions possibles, effectivement, le matin, quand je vois une espèce de mec corrompu à la télé ou une embrouille, je sais pas quoi, j'ai vraiment envie de mettre le feu, tu vois, parce que je veux dire, je suis en pleine forme, je vois l'arnaque. C'est que quand on est épuisé par le sommeil, on est soumis, tu vois. Bon, donc bref, je mets dans mon classeur les petites tâches du commun, mais je mets aussi les projets en cours, c'est-à-dire envoyer ce contrat, relire ce truc, écrire ça, et les projets. Il y a des projets comment ça s'appelle? Il y a des projets qui sont de longue haleine, qui vont me prendre par exemple un an. Il y a une case, je vais le travailler tous les 2 jours, donc je reporte la case 2 jours plus loin dès que je l'ai faite. Et après, j'ai un code couleur. Vert, c'est je l'ai fait. Jaune, c'est je l'ai reporté. Et je l'ai reporté de façon neutre. Violet, c'est je l'ai reporté, mais c'est pas de ma faute. C'est-à-dire vraiment, par exemple, je viens à ton rendez-vous, t'es pas là. Donc on se retrouve. Qu'est-ce que tu entends par je l'ai reporté de façon neutre? Justement, parce que moi j'aurais eu envie de mettre tout là-dedans, tu sais, parce que tu fais rien de la journée, tu te dis bon alors de façon neutre. Ah non, justement, il y a une autre couleur qui s'appelle le rouge, qui est soit tu l'as pas fait, soit tu l'as reporté et tu l'as pas fait par fainéantise. Mais voilà, le rouge c'est la punition. Et donc en gros quand tu as du rouge, c'est que tu n'as pas une bonne journée. Le but c'est d'avoir le moins de rouge possible. Même si parfois je sais pas, ça m'est arrivé d'avoir des dégâts des eaux toute la journée, c'est rouge parce que je suis avec un putain de plombier, tu vois. Donc s'il y a un dégât des eaux et que tu peux pas le faire parce qu'il y a un dégât des eaux, c'est rouge. Il y a pas une autoflagellation sur des éléments externes que tu contrôles pas? Si, ça peut arriver, c'est pas très grave. Mais quand tu as une ligne sur mon emploi du temps qui est toute rouge, c'est qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Okay. Voilà, j'ai des gazos, coupure d'internet, c'est une catastrophe. Alors comment tu fais pour, puisque tu es auteur, enfin t'écris et tu fais des projets, donc ça veut dire que forcément tu as une problématique de hiérarchiser les priorités obligatoirement, vu que tu dois sortir des trucs importants. Tu mets plein de tâches, parce que j'ai vu ton spreadsheet et il va y avoir par exemple écrire introduction, donc ça doit être sûrement sur un jeu ou quelque chose comme ça. Ouais. Et à côté, il y a faire la vaisselle ou lessive. Ouais. Du coup, je me dis ok, mais c'est pas la même poids, c'est pas la même valeur. Alors, ce que vous voyez pas, c'est qu'au-dessus de chaque case, je mets un petit numéro que j'efface à la fin de la journée. C'est l'ordre dans lequel je vais traiter les choses. Donc déjà, il y a des choses qu'il faut faire à certaines heures parce qu'elles sont optimisées à certaines heures. Par exemple, j'ai une case qui est entretien réseaux sociaux. C'est-à-dire, je mets des tweets sur certains comptes, compte de Petit Fulbo, compte Studio 404, compte Trajectoire, compte Fibre Tigre. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire idéalement à 10h30 du matin. Voilà. Ça, c'est pour pas que la valeur du capital que tu es en train de construire s'arrête, c'est ça? Pour que tous les jours, il y a un effet boule de neige. Oui, il faut les réseaux sociaux, quand c'est un compte pro, il faut être là. Voilà. Il faut pas... tous les jours. Ouais, c'est la vie. C'est comme ça que ça marche. Attends, du coup, je vais te faire poser des questions pour moi.
Moi, avec Nouvelle École, en ce moment, je mets tout sur Instagram Ouais. parce que j'ai vu que ça marchait plus ou moins mieux que le reste Mhm. et que j'ai pas le temps de faire et Facebook et Twitter et Instagram. Ah, bah, c'est une Et- erreur. Comment ça, c'est une erreur? Ah bah, moi, dans ma case, il y a marqué Twitter /Snap Ah non. Insta Je t'explique ce que je fais. Je Vas-y. mets sur Instagram le contenu. Ouais. Et ensuite, je prends ce contenu, je le fous dans Buffer et ça part sur Twitter, Facebook, LinkedIn. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Mais C'est pas tailoré pour chaque réseau social, mais non, c'est pas natif. c'est mieux que rien. Mais tu penses pas que justement il y a des types de boulot pour lesquels il faut faire plus de communication et d'autres types moins? Je sais qu'on avait discuté la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'avais dit il faut communiquer au moins 50%, un truc comme ça. Ah oui, moi en fait, ma vie a changé à partir du moment. En fait, je suis auteur de fiction et aujourd'hui j'en vis, ce qui est pas le cas de beaucoup de gens qui écrivent de la fiction, je pense, parce que c'est très compliqué. Mais pendant 10 ans, j'ai écrit de la fiction et personne me lisait. Genre, j'ai fait un jeu vidéo dont je vais pas dire le nom pendant 1 an et demi. C'était en 2006 Pourquoi tu veux pas dire le nom? Juste parce par- qu'il n'a pas d'intérêt. Et je l'ai publié, peut-être j'ai eu 40 personnes qui ont joué, tu vois. Qui avait passé combien de temps dessus? 1 an et demi. Ok. Mais genre le soir, tu vois, en hobbyiste. Enfin, c'était vraiment un hobby, tu vois, c'était pas du tout pro. Mais c'était quand même du travail. Et en fait, j'étais dans le syndrome qu'ont beaucoup de gens, par lequel on passe tous, qui est celui de l'artiste maudit, qui est de dire non, mais je fais des trucs pour la beauté de l'art. Et de toute façon, c'est pas la peine de communiquer parce que les gens viendront à moi si je suis génial, tu vois. Je crois que je suis un peu là-dedans. Ouais. Bah, pas trop, puisque tu communiques. Mais tu vois, toi, tu communiques. Le fait Ouais, mais j'ai même... toujours l'impression que si je fais un truc assez bien, les gens devraient venir et dire c'est génial, on est tous là parce Non, que c'est mais fantastique. enfin, tu as de bonnes ambitions, mais le concept même de ton podcast, qui est d'inviter des gens qui ont quand même une résonance importante sur les médias, indirectement, ça favorise ta propre Ouais. image. Donc, la stratégie, Il y a du marketing intégré. Quoi. elle est bonne, voilà, exactement. Mais tu as des gens qui sont des excellents professionnels du jeu vidéo, qui ont genre 40 followers sur Twitter, qui font des jeux fantastiques et qui sortent leur jeu et puis ils passent à leur prochain jeu, tu vois. Parce que ils sont dans ce délire-là, ils se disent c'est pas moi, je trouve ça ingrat, tu vois, de communiquer. Effectivement, un jour, j'ai dit je m'en bats les couilles, j'en ai marre d'être inconnu et j'ai dit je vais travailler mon réseau social, enfin je vais travailler mon image. Et aujourd'hui, effectivement, tu vois, je suis là pour ce podcast, c'est pour mon image, c'est pas pour te faire plaisir, hein, c'est pour qu'on parle de moi. Non, mais ça rentre dans un truc. Ensuite, quand je suis arrivé, j'ai fait un snap, j'ai pris une photo de toi que je vais Instagrammer. Et c'est tout. Ce jour, je vais faire Instagram. Ouais, je suis avec Nouvelle École et tous les gens qui. Tu vois, j'ai fait un Twitch et j'ai dit demain, je suis sur Nouvelle École. Et les gens disent waouh, t'es à Nouvelle École, c'est trop bien, tu vois. Donc il y a des mecs qui t'écoutent qui étaient là. Ça me fait plaisir. Ça. Nos deux images en ont profité. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Et c'est vertueux. Mais il faut le dire de façon cynique, ce sont des dispositifs, voilà. Ce sont des systèmes. C'est pas simplement voilà. C'est des dispositifs qui fonctionnent. Donc en fait, pour toute personne qui va créer, il faut intégrer et mettre en pratique le plus tôt possible la communication, quoi. Ah bah, de toute façon, dire aux gens que tu fais un truc, c'est ça? Il y a un 404 qu'on a fait sur les ados qui est super intéressant, où les mecs, on explique que les ados, et encore aujourd'hui, les ados de l'époque, ils sont devenus un petit peu vieux, mais les ados, ils n'ont pas de race. C'est-à-dire, ils n'ont aucune race, ils sont en follow back total, ils font des techniques vraiment RT, si toi aussi t'es triste, genre vraiment des trucs qu'on n'oserait pas faire. Ça marche. Parce que tous les trucs qui n'ont pas de race, le gros hacking, le spam, ça marche. C'est pour ça que ça survit. Et ces gens-là, c'est pas la peine de leur dire, les mecs, il faut le faire, sinon vous mourrez. De toute façon, il y a la moitié des jeunes qui le font. Ils le font très bien. Ils maîtrisent complètement ça. Donc, ils sont sauvés, en quelque sorte, par leur démarche cynique. Et ceux qui ne le font pas, ils seront hors du monde d'Internet. Ils font d'autres métiers qui n'ont pas besoin de connexion. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi une question de qu'est-ce que tu veux être aussi parce qu'il y a des méthodes de communication que... parfois, je vois, il y a des méthodes de communication que je trouve efficaces. Et en fait, j'essaye et je me dis, ouais, mais ça me met mal à l'aise de faire ça. J'aime pas. Ah bah oui, bien sûr. C'est compliqué. Hein. Ouais. Non, mais moi, j'ai alors, c'est un conseil que je te donne et que je donne aussi à ceux qui nous écoutent. J'ai un pouvoir sur toi. J'ai un cheat code. J'ai plein de cheat codes par rapport à toi, mais j'en ai un qui est que j'ai un pseudo. Et souvent, par exemple, je dis exemple de conversation avec mon associé. Mon associé me dit, j'ai envie de me séparer de ce prestataire, il est pas bien, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, tu sais, tu l'appelles et tu dis Fibrotique et que t'aimes pas. Il trouve que t'es un sale con et tu raccroches. Voilà. Parce que Fibrotique, c'est pas moi dans le fond. Moi, quand je vais voir mes parents
ou que j'ai des relations intimes ou quel que soit, il m'appelle par mon vrai nom. Fibre Tigre, c'est une sorte de masque que je prends pour aller au travail. Et Fibre Tigre, il peut être détesté ou il peut être aimé. Je m'en tape. C'est une armure. Et si demain, il se passe quelque chose de très, très grave, c'est-à-dire que, je sais pas, vraiment, je deviens une personne aussi détestée que les personnes très détestées de Twitter parce qu'il s'est passé quelque chose, et ben, c'est pas grave. Au revoir Fibre Tigre. Bienvenue Super Panda, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai donné un nom comme ça, mais tu vois. Donc, le pseudonyme, c'est le pseudonyme qui n'est pas d'être anonyme. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je ferai tout pour que les gens apprécient Fibre Tigre, même pas parce que c'est aussi un peu un masque qui me colle bien à ma peau. Mais c'est vrai que si demain je devais changer de métier, si je devais travailler dans un autre secteur d'activité, peut-être que j'utiliserai un autre nom. Voilà. Ça fait partie de tes différents cheat codes de la vie. C'est quoi tes autres cheat codes déjà ? Je pense qu'un cheat code qui est vraiment indécent et hyper injuste, c'est d'être à Paris. Quand tu es à Paris, tout est facile. Et je dis ça parce que la scène du jeu vidéo indépendant, elle est à Lyon. Il y a des gens, il y a pas mal de gens à Montpellier, il y a pas mal de gens dans le nord de la France. Il y a 3 personnes dans l'est de la France. Et à Nantes, ils sont un petit peu aussi, tu vois. Et malheureusement, quand tu es à Paris, tout est simple. C'est-à-dire que tu vois, tu me dis, viens, on fait une interview. On l'a fait. Ouais, et puis t'es là juste après. Ouais. Voilà. Hier, il y a un mec qui possède une grosse boîte d'édition qui me dit, ah, Fibre, tiens, viens, on prend un café. Et j'ai dit, ok, je viens. Je suis venu comme ça. Et le mec, il m'a fait des propositions de ouf, tu vois, parce que j'étais là. Si j'étais à Lyon, j'aurais dit quoi ? Parce que t'es là, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Oui, si j'avais été à Lyon, j'aurais dit quoi ? J'ai dit, écoute, ouais, ton café, c'est super, écoute, je serai peut-être à Paris dans 2 semaines, tu vois. Et je pense que c'est complètement injuste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens de talent qui sont à Valence, qui sont à Roanne, qui sont même à Toulouse, tu vois, qui est une grande ville, et qui sont loin de la télévision. Ils sont loin des grandes maisons d'édition, ils sont loin de tout. Et ils n'y arriveront pas parce qu'ils ne sont pas à Paris. Et c'est très dommage, mais ça, c'est aussi le défaut du vieux monde. C'est-à-dire, c'est encore des gens qui ne peuvent pas prendre de décisions sans se voir. Aujourd'hui, mais c'est pas un truc de vieux con. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la force mentale pour dire viens, on se fait un Skype et on discute autour d'un Skype, on discute autour d'un. Je le fais avec mon associé qui est à Lyon. Mais t'es sûr que c'est vieux monde ? Est-ce que c'est pas plutôt juste l'humain qui est une créature sociale et qui a besoin de créer un lien de confiance avec un autre humain qui peut toucher en face ? Alors, t'as raison. Le débat est ouvert. Par exemple, nous à Studio 404 et à Qualité en général, il faut être là. C'est-à-dire, il faut être présent. Ça fait partie des impératifs. Est-ce que ça va changer ? Je ne sais pas. Mais effectivement, la discussion est ouverte. Mais le fait est, je ne sais pas si tu es d'accord, mais être à Paris, c'est un... Je peux raconter 1 million d'anecdotes complètement dingues sur... j'ai rencontré, je ne sais pas, toi, dans la rue, un mec qui bosse à JVTV. Et je lui dis, hey mec, tu parles jamais de mon jeu, il se passe quoi ? Jeux vidéo, ça. Ouais, jeuxvideo.com. Je lui dis, hey mec, tu parles jamais de mon jeu vidéo, tu me détestes, tu vois ? Et le mec, il rigole, il me dit, non, allez, viens ce soir, on en parle. On fait un live, on vend des milliers de jeux parce que j'ai rencontré un mec dans la rue, tu vois. Et c'est hyper injuste quand il pense, tu vois. Voilà. Mais c'est ça, il y a l'importance d'être là. Tu sais, il y a la phrase de Woody Allen qui dit, je crois que 80% de la vie, c'est juste d'être là, quoi. Ouais. Venir, tu vois. Et j'écoutais un podcast récemment avec une fille qui a monté une énorme boîte de prêt-à-porter aux États-Unis. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a appelé la boîte qu'elle voulait comme client. Un énorme client. Elle était rien, elle était dans son garage, elle avait construit son truc depuis 2 ans. Et elle a insisté pendant des jours pour dire non, je vais venir vous voir sur place et je vous demande 1 minute et je vous le montre en 1 minute. Et elle est venue, elle lui a montré et la boîte est devenue son client et a mis son produit dans 10 magasins. Et en fait, je pense que le fait, comme tu dis, le fait d'être en présence, présentiel, ça change tout, quoi. Et même moi, là, parfois en ce moment, je réfléchis beaucoup il y a des personnes que je veux interviewer qui sont pas là et je veux plus. En fait, il y a tellement un lien qui se crée quand tu vois les gens en face à face que moi, je suis dans des problématiques où je me dis, je vais prendre l'avion, je vais prendre le train, je vais aller interviewer des mecs aux États-Unis, c'est pas grave, quoi. Ouais. Parce que ça change tout, en fait. Ouais, c'est pas simplement. C'est Paris. Hein. Paris, c'est. Ouais. En France, il y a plein de castes invisibles et personne n'en parle. Il y a des mondes où on n'arrivera jamais, même si vous êtes. Si vous n'avez pas le bon nom bien français et le bon parcours, tu vois. En plus, je viens d'une école d'ingénieur, donc je sais vraiment ce que c'est. Hein, c'est limite franc-maçonnique. Et
le fait, même, tu vois, par exemple, nous, Studio 404, on est très parisien, très hipster, très, voilà. Et effectivement, enfin, comment dire, beaucoup de choses se sont faites en termes d'audience, en termes techniques. Enfin, genre, tu vois, notre producteur à qualité, qui nous produit un son fabuleux depuis 4 ans, c'est un mec de Radio France, tu vois, il bosse à Radio France. Je veux dire, si on était à Agen, ce mec-là, on l'aurait pas, tu vois, parce qu'il serait pas dans la maison de la radio, il serait pas jeune et j'ai envie de faire des projets et je vois des gens. Enfin, c'est l'injustice Toutes géographique. les opportunités sont concentrées, quoi. Il y a une véritable fracture géographique. Et les villes nouvelles, les concentrations, les clusters, tout ça. Les pôles de compétitivité et tout Ouais, ça. si, ça marche, mais ça n'a pas l'impact que d'être à Paris. Voilà. Donc, sûrement que ça va prendre du temps aussi, quoi. Si on essaie de créer ces pôles, c'est des non, mais initiatives assez ils récentes. existent vraiment. Ils font des trucs fantastiques. Là, j'ai été à une expo comment ça s'appelle, à Nantes, par exemple. Nantes, la ville en elle-même, elle est hyper dynamique. Le salon Les Utopiales était fantastique et ils ont un cluster de jeux vidéo qui s'appelle Atlan Game qui est super dynamique, tu vois. Mais c'est pas Paris, tu vois, c'est tout. Ils sont et quand il s'agit de faire de la transversalité, de sortir de son petit monde et de sa petite région géographique, rien ne vaut Paris. Voilà. Donc tu conseillerais à n'importe quelle personne qui veut lancer un projet, en tout cas dans les jeux, de venir à Paris, quoi. J'ai lu ça beaucoup sur la Silicon. Moi, j'étais très intéressé par les startups il y a quelques temps. Et je disais, dès que les gens posaient des questions sur les startups, le premier conseil qu'on leur donnait, c'était viens à San Francisco. Quitte tous tes trucs, quitte Paris, quitte Berlin, même si c'est un peu des hubs, viens à San Francisco et ta vie va changer. Tout simplement parce que tu vas aller acheter du café et que tu vas croiser tel investisseur. Ouais, complètement, voilà. C'est ça. Non, mais c'est l'injustice. Et moi, personnellement, je paye un loyer hors de prix dans le 5e arrondissement. Mais je le rentabilise tout le temps. C'est-à-dire que je le rentabilise en network, je le rentabilise parce que j'ai pas besoin de voiture, parce que je suis au cœur de Paris, et je le rentabilise parce que c'est une situation qui fait que je suis près de tous les fournisseurs de produits culturels. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, hier, j'ai interviewé un mec en Corse, qui est un auteur de comics américain, et le mec m'a dit, mais vous n'avez pas ces comics-là en France? Si, j'en ai un juste en bas de chez moi. Et il y en a qu'un à Paris, il est là, tu vois. Mais en fait, il y a des coûts cachés dans les choses que tu penses être moins chères, quoi. Si tu te dis que Exactement. en banlieue, ça va coûter 1 000 euros de moins. Mais le coût caché, c'est le trajet, le fait que tu croises personne, le fait que tu n'as rien à proximité. Le temps en trajet, surtout. Je veux dire, 1h30, tu vois. Waouh, tu vois. Moi quand je mets 30 minutes pour aller n'importe où dans Paris, je suis content. Comme aujourd'hui, là. Non, pas aujourd'hui, mais il y a plus de Vélib, malheureusement. Mais dès qu'ils sont de retour, oui, tu vois. Ouais. C'est quoi les autres il y a d'autres cheat codes à donner comme ça ou... Je pense que il faut bien connaître la loi et l'administratif. C'est pas ça prend pas trop de comment ça s'appelle, ça prend pas connaître la loi comme un avocat, tu vois, mais savoir des petits trucs, tu vois. Tout le monde dit ouais, je vais porter plainte, tout ça, mais ok, faites-le. Porter plainte ou porter une main courante judiciaire, encore un troisième truc intermédiaire, tu vois. À partir du moment où tu sais comment ça marche, tu sais bien parler à un policier et ce qu'il faut faire avant et après, à quoi sert un constat d'huissier, comment tu le fais, tu vois, et combien ça coûte et comment ça se passe. Quand tu l'as fait, que tu sais comment ça se passe, déjà, tu es un peu invincible. Parce que dès que tu as une embrouille, tu as tout ton schéma, tu as tout ton arbre de décision qui est là, tu vois. Et donc, du coup, tu n'as pas peur. Tu n'as pas, putain, mon voisin m'a engueulé, je sais pas quoi faire, tu vois, et j'ai un problème, tu vois, et je vais appeler les flics, je sais pas comment. Enfin, il y a plein de... Et c'est aussi vachement adapté à tout ce qui peut se passer sur Twitter, etc. Moi, Alors ça, c'est encore autre chose. J'essaie de pas... la situation sur Twitter est un peu compliquée, mais effectivement, il y a des... on va pas rentrer dans le détail, mais il y a des constats d'huissier numériques qui sont pas pareils que des constats d'huissier normaux, tu vois, et c'est des choses qu'on peut faire. Mais connaître la loi, et également la loi fiscale, des tout petits trucs qui font que... tu peux tout simplement utiliser les aides nombreuses et la structure de l'État qui est là pour t'aider, parce que souvent on les utilise pas parce qu'on est par ignorance, tu vois. Eh bien, c'est fantastique. Tu veux dire l'aide juridictionnelle, ce genre de choses? Non, une aide. Enfin, comment dire, l'aide de l'État ne se limite pas au fait de toucher le chômage quand on est au chômage. Il y a plein d'aides à l'embauche, des aides, des subventions pour le numérique, il y a des aides comment dire, pour la création d'entreprises, il y a différentes typologies de structures d'entreprise. Également, quelles sont les responsabilités d'un expert comptable? Qu'est-ce que faire la comptabilité? Qu'est-ce qu'implique de faire la comptabilité? Enfin, tu vois, c'est des tout petits trucs qu'on peut apprendre en une demi-journée. Moi, quand j'apprends les gens à faire de la comptabilité, ça dure vraiment 1 heure, tu vois, pour la saisie comptable, hein, okay. pas autre chose. Parce que suivant ton métier, tu as
des typologies de postes qui sont vraiment les mêmes, donc c'est facile. Mais une fois que tu investis ce temps-là, franchement, t'es à l'aise, tu vois, t'es cool dans ta life. Parce que c'est l'incertitude qui crée de l'angoisse et de l'anxiété, quoi. Voilà, c'est ça. C'est quand tu as 3 ans de courrier qui t'attendent et que tu reçois des impôts, ton avis d'impôt, il dit, monsieur, vous devez 6 000 euros. Tu fais quoi? Tu payes, tu sais pas ce qui se passe, tu comprends rien. Et tu as l'impression que les impôts, tu les as payés il y a 3 mois, et tu dis, mais pourquoi ils me redemandent de l'argent? Tu comprends pas? Il faut pas payer. C'est pas ça, mais c'est que quand tu maîtrises tout, tu sais que tu vas payer 6 000 euros. Et tu as le temps, le truc arrive, tu dis, ah, c'est bien, je l'attendais, tu vois. Et donc, mais les impôts ne doivent pas être une source d'angoisse, parce qu'à partir du moment où tu reçois de l'argent, tu comptabilises les impôts. C'est pas ce que je veux dire, c'est que tu subis plus la machine administrative que personne ne comprend. Et la machine légale aussi que personne ne comprend. Ouais, tu fais partie du système et tu parles leur langage, tu vois. Et quand tu as un avocat qui t'appelle, parce que ça peut arriver, tu es détendu. Parce que le mec, il va t'intimider. Tu dis, tiens, là, il essaie de m'intimider. Là, il est en train de dire un truc qui n'est pas tout à fait correct, tu vois. Donc, c'est des petites choses. Tu n'es plus soumis à des techniciens. Voilà, c'est de la même façon que c'est moins courant dans la vie. Mais si tu as un expert en plomberie et que tu as une fuite, tu as un plombier qui va venir et il va te dire, monsieur, c'est 400 euros pour réparer. Si tu es un expert en plomberie, tu peux lui dire c'est 70 euros ou ah ben non, c'est 400 euros, vous aviez raison, faites-le, tu vois. Donc tu es détendu par rapport à ça. Mais tu peux pas être un expert en tout. Voilà, mais on peut pas être un expert en tout. Mais il se trouve que dans le monde de l'entreprise, et dans le monde des gens actifs tels que je suis et que tu l'es et les gens qui nous écoutent, bah, il vaut mieux avoir quelques notions en juridique parce que c'est nos fuites de plomberie à nous. Voilà. Je voudrais revenir très rapidement ou pas d'ailleurs sur, tu sais, tu disais il faut être à Paris. Je pense il y a un ami à moi qui est en train de créer un jeu en fait. Il est en train d'écrire un jeu de plateau pour le coup. Okay. Et j'aimerais qu'on prenne son cas comme cas pratique puisque tu as de l'expérience dans le... en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit le jeu et qu'il est... Mais lui, il n'est pas à Paris, pour le coup, il est en province. Ouais. Et il fait toutes les illustrations, il fait tout le design, etc. Et je me dis qu'il y a sûrement moi j'y connais rien, mais il y a sûrement des choses qu'il fait pas dans le bon ordre. Et toi, si tu devais créer un jeu en partant du départ, mettons que tu sois lui et que t'aies pas les relations que tu as actuellement, tu ferais comment? Bah, alors le jeu de société, c'est super particulier en ce moment. Tu vois, encore une fois, time to business, comme disait Bill Gates. Parce que je pense qu'on peut appliquer ces trucs-là à d'autres projets, à beaucoup de projets, tu sais. Bah non, parce que justement, aujourd'hui, 60% de Kickstarter, c'est du jeu de société. 4% de Kickstarter, c'est un seul jeu de société. Donc, c'est-à-dire que le marché est très particulier aujourd'hui. Mais les marchés sont toujours fluctuants. Après, quand je disais que c'est un cheat code, c'est qu'effectivement, s'il est à Paris, bah, il peut simplement rencontrer des créateurs et des éditeurs. Vraiment, toquant à la porte, on peut prendre un café, tu vois. Ça, c'est le premier pas, tu penses, dans n'importe quel projet. Ah non, pour créer son... Je suis pas très bon en... Moi, j'ai des passions, projets. J'ai envie de faire un projet et je le fais. Et après, je communique autour. Et si quelqu'un est intéressé, on avance. Voilà. Tu travailles jamais seul? Ça veut dire quoi? Bah, tu dis, je communique autour et si quelqu'un est intéressé, on avance. Tu vas jamais faire de projet vraiment dans ton coin? Non, comment dire? C'est très compliqué. Là, déjà parce que j'ai eu beaucoup de projets qui ont échoué dans le passé. Parce que j'étais dans l'illusion qu'on peut tout faire tout seul. Et cette époque-là, il y a des gens exceptionnels qui peuvent faire des jeux tout seuls. Le mec qui a fait Stardew Valley, 4 ans, le mec s'est enfermé, il a fait un jeu et c'est un remake, mais c'est un très bon jeu. Et il en a vendu 4 millions, je crois, tu vois, tout seul. Minecraft, c'est aussi un peu l'histoire d'un mec qui était tout seul, tu vois. Donc il y a des gens qui peuvent avoir des coups de génie tout seuls, mais ils éclipsent les milliards d'autres qui sont dans la galère tout seuls. Tu vois. Donc c'est pas une méthode fiable. Et mais elle est valable dans des secteurs relativement émergents, comme le jeu vidéo, comme je sais pas, le Bitcoin peut-être, tu vois. Mais les crypto-monnaies. Mais pour faire du truc un petit peu traditionnel comme le jeu de société et faire les choses dans les règles de l'art. Hein. Je parle donc, on n'est pas dans le plagiat de concept, on est dans la création d'un nouveau système de gameplay et dans une nouvelle IP. Le problème, c'est que il y a un millier de métiers invisibles que tu ne vois pas tout de suite. Et notamment, tu as ce géant invisible qui est la distribution, qui est un petit peu la personne qui va décider de la vie et de la mort de ton projet. Enfin, il y a des moyens de contourner la distribution aujourd'hui par le crowdfunding notamment, mais c'est des choses qui sont compliquées. Donc, c'est compliqué. Et je vais prendre un exemple qui me touche plus précisément. C'est que dans le jeu vidéo, effectivement,
je fais tout, enfin, je fais principalement le scénario et les règles, mais je donne mon avis sur un peu tout. Et le codeur, lui aussi, il déborde. Il fait le code, mais il déborde un peu sur les règles et sur le graphisme. Et le graphiste, il déborde un peu sur ma partie à moi. Donc, en gros, on s'étale. Parce que c'est un nouveau métier. C'est parce que dans le jeu vidéo, on n'a même pas un lexique de base. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait qui n'ont pas de nom, tu vois. Et on est obligé d'utiliser des métaphores pour dire est-ce que tu as oublié de faire ça? Est-ce qu'on fait ça? Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le feedback, qui est qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur un bouton? Quand on appuie sur un bouton, il s'enfonce, il fait blic, tu vois, et ça apporte beaucoup de plaisir aux gens. Et le feedback, c'est très très important. Ça fait partie énormément du plaisir du jeu, tu vois. Mais le feedback, c'est trop vague. Mais pourtant, on n'a que ce nom-là. Et en plus, on confond le feedback avec le vrai feedback qu'on utilise dans d'autres domaines. Pour dire qu'on manque de. C'est un métier tellement nouveau qu'on n'a même pas les mots. Et là, récemment, donc effectivement, j'ai fait une série télé qui a été tournée la semaine dernière. Et j'ai trouvé ça hyper simple. C'est-à-dire que les gens disent le cinéma, la télé, c'est horrible. En fait, c'est méga simple parce que chacun est à sa place. Moi, j'ai écrit un script et les gens, effectivement, ils ont pinaillé à la virgule près, mais c'est tout. Ça a été écrit et c'était terminé. Et je suis allé sur le lieu de tournage et il y avait un réal, un assistant réal, un machino, un électro, je sais même pas ce qu'ils font ces gens-là. Et ils étaient tous hyper occupés et ils travaillaient toute la journée et ils avaient tous un truc à faire et j'avais aucune idée de ces métiers-là. Et si demain j'avais dit, comme je dis, je m'en bats les couilles, la série télé, je la fais tout seul, j'achète une caméra, tout ça, mais jamais, enfin, je veux dire, je me serais écroulé parce que jamais j'aurais compris ce qu'il fallait faire, tu vois. Parce que c'est un métier qui a 100 ans, 150, non, 100 ans aujourd'hui et 120 ans. Donc, du coup, effectivement, il y a 120 ans de métier que je ne connais pas. Voilà. Maintenant, tu veux faire des choses où chacun est à sa place, ça? Non, au contraire, je trouve ça très excitant. Moi, par exemple, je voudrais justement. Alors, c'est excitant, c'est aussi hyper valorisant de dire, hey, je fais ma série télé, tu vois. Mais je serais hyper excité de faire une série sur Snapchat, tu vois. Alors, justement, en disant, allez, l'électromachino, on n'a plus besoin de toi, le script, on n'a plus besoin de toi, même le scénariste, on n'a plus besoin de toi. C'est des mecs face caméra devant Snap qui utilisent les codes de Snap et les références entre eux et un petit peu d'insertion fictionnalisée pour faire un truc complètement nouveau. Mais ça, tu vas avoir un producteur. Et le producteur, il va te dire, premièrement, c'est bizarre. Et effectivement, tout le monde est un peu réfractaire à la nouveauté. Et deuxièmement, il va te dire, mais tu vires tellement de gens quand tu passes dans les nouveaux métiers, il faut voir que tu anéantis les anciens métiers. Tu vois, c'est un peu l'ouvrier qu'on vire, tu vois. Et du coup, c'est une responsabilité. Voilà. Et j'ai des potes qui bossent dans l'intelligence artificielle et ils sont énormément soumis à ça. C'est-à-dire qu'ils me disent, si je réponds à cet appel d'offres, qui permet de trier plus facilement ces colis chez Amazon, je vais faire mon intelligence artificielle, il y a 500 personnes qui vont perdre leur emploi. Est-ce que je le fais, tu vois? Et c'est un monde qui change. C'est un monde qui change et c'est un monde peut-être où les gens seront amenés à, comme moi, moins travailler et se lever quand ils veulent. Voilà. Mais, tu te lèves quand tu veux, mais il y a quand même un aspect de grosse autodiscipline chez toi, que ce soit avec, quand on avait discuté la première fois, je crois que tu m'avais dit que tu écris 6 heures par jour, quelque chose comme ça. En fait, à partir du moment où je me suis levé, que j'ai pris ma douche et que je suis allé courir, et que j'ai médité, il y a pas mal de trucs quand même, tu vois, et que la journée commence, là elle commence et elle s'arrête plus. Elle s'arrête plus jusqu'à ce que je sois fatigué. Donc, c'est quelque chose que tu as parce qu'à un moment tu as quitté ta vie d'avant et tu as commencé à écrire et tout ça, est-ce que à ce moment-là tu étais déjà capable de faire ces journées-là, ou est-ce que tu as dû apprendre à t'autodiscipliner Alors, moi, j'ai fait une classe prépa, donc déjà, on t'apprend à avoir une capacité de travail assez importante. Je sais pas. En prépa, tu fais des trucs fous, comme faut apprendre 60 pages de maths pour le lendemain, tu vois, ce qui était fou. Donc déjà, ça te montre que c'est possible. Et moi, il se trouve que j'ai toujours été entrepreneur. J'ai jamais été salarié de ma vie. D'ailleurs, par extension, j'ai jamais touché le chômage. Donc, j'ai toujours eu des entreprises. Et en fait, il y a des moments où t'as pas d'argent et t'as des problèmes, tu vois. C'est-à-dire que il y a des moments où t'as un problème, rien ne marche, t'as aucune perspective, t'as pas d'argent. Et là, la seule chose pour t'en sortir, puisque tu ne peux pas toucher le chômage, tu vois, c'est de bosser, c'est de trouver des solutions et de pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire faire plusieurs projets différents en même temps, parce que s'il y en a un qui foire, t'en as 2 autres peut-être qui vont réussir, tu vois. Et donc c'est bien un portefeuille de projets. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pas.
effectivement, quand tu as vécu une fois, deux fois, trois fois cette situation, parce que malheureusement ça arrive, et je vais dire pourquoi ça arrive, mais voilà, quand tu as vécu ces situations, eh ben, forcément tu l'as, la discipline de travail, parce qu'au fond de toi, tu as peur un peu, tu vois, tu as vraiment peur. Et pourquoi ce type de situation arrive fatalement? Parce que dans le fond, on veut pas en vivre, tu vois, on rêve de réussir. En fait, alors il y a des gens qui rêvent d'avoir $1 million, il y a des gens qui rêvent d'être des Elon Musk, il y a simplement, en fait, simplement, on veut exister, tu vois, on veut changer le monde, on veut que des gens disent waouh, j'ai joué à ce jeu vidéo là, il est vraiment bien, ou j'ai regardé ta série, c'est bien, ou enfin tu vois, ils ont lu un truc et ils en parlent dans leur famille, et tu vois, t'as envie de faire partie de leur bonheur, c'est le même principe, je pense. Quand tu manges un bon plat et que tu kiffes, en général, tu prends un Instagram, tu vois, c'est le fameux Instagram de bouffe. Il y a deux façons de le prendre. C'est des gens qui se la pètent en disant je suis à tel restaurant, mais il y a des gens qui adorent ce qu'ils sont en train de manger. Ils adorent leur brochette de sushi là, ou leur sushi japonais, et ils ont envie de le donner, tu vois, ils ont envie de le partager. Et je pense que faire un projet qui te tient à cœur et qui te fait plaisir, c'est une chose. Que les gens en profitent, c'est encore autre chose. Mais que tout le monde en profite, c'est génial. Tu vois, tu es hyper content. Et je pense qu'on veut faire ça. Mais faire ça, tu peux pas arriver à bouleverser le monde si tu restes hyper prudent. Et c'est pour ça que nous, par exemple, là, un exemple très concret, c'est qu'on a fait un jeu vidéo qui a bien marché, qui s'appelait Out There. On a gagné beaucoup d'argent. Auquel j'ai joué aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Mais je n'ai pas encore ma maison dans le 5e arrondissement parce que on a investi une très grosse partie de cet argent dans notre prochain jeu, qui en plus a eu des gros problèmes. Donc, et je vais même te dire, là, je suis plutôt bien dans ma peau, mais fin décembre, j'étais là en mode qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout à recommencer à zéro. Est-ce que je peux trouver Enfin, j'étais vraiment en recherche de solutions. Là, beaucoup de choses se sont débloquées en début d'année. Donc, et le jeu peut encore se planter, tu vois. Mais si on n'investit pas et si on donne pas toutes ces chances à la prochaine marche d'escalier, on n'aura pas la 3e marche d'escalier, tu vois. Et on veut avancer et grandir et grandir et grandir et aller toujours plus haut. Voilà. T'es all-in un peu, quoi. Ouais, on peut se le permettre. Je vais dire, merde, je suis ingénieur, je suis blanc, je suis français. Je veux dire, on est dans un pays où on meurt pas de faim, tu vois. Donc, si moi, je me le permets pas, c'est indécent par rapport à tous les gens dans le monde entier qui peuvent pas se le permettre. C'est-à-dire que vu qu'on peut le faire, on doit le faire, en fait, c'est ça? Bah, c'est indécent par rapport à des gens qui peuvent pas se le permettre. Je veux dire, quand tu vas dans d'autres pays, un pays aussi cool que la Corée, il y a des castes invisibles, tu vois. Nous aussi, on a des castes invisibles, hein, mais on a un bon équilibre entre bonheur de caste et tu vois, il y a un peu moins de caste aux États-Unis. Bah, il y a des problèmes aux États-Unis. Enfin, en tout cas, on est très privilégié. Il faut en profiter. Voilà, on a une infrastructure. Enfin, moi, en tant que blanc parisien, tout ça, je peux en profiter. Donc, effectivement, je dois le faire. Voilà. Ce serait quoi pour toi réussir, du coup? Je suis bien. J'ai réussi. Tout va bien. Voilà. Ok. Tout va bien. Tout ce que je vis, c'est du bonus. Voilà. Est-ce que tu veux toujours changer de vie complètement, comme tu disais? J'ai lu quelque part que tu disais que tu avais des envies de changement de vie, de bosser sur un truc de très long terme, peut-être que c'était des... Je le vis ça un peu en ce moment. Je sais pas trop. Je vis un peu au jour le jour. Voilà. C'est-à-dire que souvent, justement, mes amis de l'ancien monde, qui de 40 ans, qui ont une famille et 2 maisons, ils me disent hey, je viens le 20 à Paris, parce qu'ils sont en province, et je viens le 20 à Paris, est-ce qu'on se voit? Et moi je leur dis mais je sais pas, demandez-moi le 19, tu vois. J'en sais rien, je sais pas ce qui va remplir dans mon emploi du temps. Donc je vis encore comme un étudiant, mais je suis assez heureux. Donc dans ce sens-là, tu peux dire que j'ai réussi. Voilà. Et tant pis si je fais pas le jeu vidéo ou la série ou l'histoire qui change le monde. J'ai bien eu plus que ma part, donc je suis très reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé. Voilà. Il me reste quelques questions. Vas-y. Je voulais te demander si, tu sais, tu dis que tu as eu beaucoup d'échecs. Oui. Est-ce qu'il y a un échec en particulier qui, selon toi, a conditionné du succès ensuite, quoi? Ouais. Je pense qu'en fait, donc moi, ma spécialité, qui est un peu technique, c'est la fiction interactive. Donc je ne vais pas expliquer ce que c'est très long, mais je donne des cours de ça, c'est ma spécialité, je vis dessus, et aujourd'hui j'ai de l'argent grâce à ça. Et la fiction interactive, j'ai commencé en 2000.
Et j'étais le seul Français à en faire, à tel point que, en fait, quand on allait sur Wikipédia Fiction Interactive, on avait un vieux truc d'Arte qui avait rien à voir. Et je me disais, mais pourquoi? Enfin, bref. Et du coup, j'ai beaucoup bossé sur le sujet. Et en fait, j'ai travaillé beaucoup sur le sujet et ça m'a rien rapporté. Tu vois, à un moment, comment dire, c'est comme si je parlais à personne, quoi. Tu vois, et j'avais l'impression d'être méga seul. Et en fait, je t'en ai parlé tout à l'heure, le déclic, ça a été de me dire, j'ai pas communiqué, j'ai jamais communiqué. Et en fait, j'ai le pouvoir de communiquer parce que mon métier, c'est d'écrire des choses drôles, tristes, inspirantes, déprimantes, tu vois. Et je peux en jouer parce que je peux écrire des choses drôles quand je suis triste et vice versa. Et du coup, j'ai un super pouvoir, c'est que je peux communiquer parce qu'on est dans une civilisation de l'écrit aujourd'hui. Demain, s'il y a plutôt de Twitter et de Facebook, qu'on est 100% Snapchat et qu'il faut être joli, tu vois, là, ce sera une autre paire de manches. Mais juste aujourd'hui, j'ai cette chance-là de pouvoir creuser mon trou. Effectivement, je me suis dit, 50% de ton temps, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est pour de la communication et je m'y tiens. Voilà. Donc là, aujourd'hui, 50% de ton temps, c'est de la com. Là, le fait de te parler, déjà, c'est de la com. Tout ce que j'ai fait là avec toi, c'est de la com. Et ce matin, je me suis levé, comme je t'ai dit, 10h30, j'étais sur les réseaux sociaux. Et ainsi de suite. Et il y a même des missions qui me sont données professionnellement qui sont de l'ordre de la com. On m'a dit aujourd'hui, par exemple, ce serait bien on a besoin d'un CM. Est-ce que tu peux nous trouver un CM? Bon, voilà, on cherche un community manager dans le jeu vidéo. Ça fait partie de missions de com. C'est pas de la production littéraire proprement dit. Mais par exemple aussi, disons qu'en ce moment, j'écris un projet plaisir. Donc, je pourrais l'écrire sur un Word. Et voilà. Et en fait, j'ai pris un pseudo et je l'écris sur une plateforme populaire, tu vois. Du coup, je fais de la com. Parce que je fais le même exercice, c'est-à-dire j'ai autant de plaisir à écrire l'un et l'autre, mais dans l'exercice de le faire sur une plateforme populaire de lecture d'histoire, ça me permet de... Qui sait si ça marche? J'ai communiqué. Voilà. Tu dis parfois, je t'ai entendu dire que je voulais te demander si tu avais le sentiment d'avoir gaspillé du temps, mais je sais que tu dis souvent, et je suis assez d'accord avec ça, que en fait, tu gaspilles du temps pour ensuite avoir l'impression que tu n'as plus le temps, et ensuite faire la meilleure utilisation possible de ton temps, donc il te fera d'atteindre une sorte d'équilibre. Ouais, j'ai dit ça une fois. Alors plus précisément, c'est... je suis devenu très sage, très calme, ouais. Et du haut de ma sérénité, je vous dis aujourd'hui, tout est nécessaire. C'est-à-dire que l'échec est nécessaire. C'est-à-dire que pas en langage LinkedIn, start-upper. Ouais, j'ai fait des échecs, c'est trop bien, tout ça. Non. C'est normal de se brûler quand on touche la casserole brûlante et après de plus y toucher. C'est dans le processus humain normal. Donc, vous allez avoir des échecs, vous allez pleurer, vous allez être triste et c'est normal. Voilà. Et c'est bien de les avoir. Si vous n'avez pas d'échecs, c'est plutôt mauvais signe parce que plus tard ça arrive, plus tard ça fait mal, tu vois. Et vous allez faire des erreurs, vous allez faire des mauvais choix, mais c'est comme ça, tout est nécessaire. Et à ce titre-là, la perte de temps est nécessaire. C'est-à-dire que vous avez regardé 10 000 séries Netflix, et pendant ce temps-là, votre pote... Vous avez regardé Lost. Ouais, vous avez regardé Lost, vous avez regardé n'importe quelle série, même vous avez regardé beaucoup de séries, et pendant ce temps-là, votre pote, il a pris exactement le même temps, et il a fondé une entreprise de smoothies sur Paris, et il est méga riche maintenant. Bah ouais, mais vous avez regardé ça, mais vous avez perdu votre temps. Mais vous allez faire aussi l'autre erreur, c'est-à-dire que vous allez suroptimiser votre temps. C'est-à-dire que vous allez faire comme moi et faire un Excel où chaque seconde, ce sera super optimisé, vous allez voir rentabiliser financièrement chaque seconde. Et ça, c'est une erreur aussi, tu vois. Il faut, à un moment, tu comprends qu'est-ce qui est précieux pour toi. Et cette chose précieuse, elle est différente pour chaque personne. Pour moi, c'est de me lever avec le soleil. Mais pour d'autres personnes, c'est au contraire de se lever très tôt et de profiter du calme de Paris, tu vois. Et quand tu as compris ce qui était important pour toi, tu organises ta vie autour en sachant que ça peut changer. Et là, tu es à l'équilibre, tu vois. Et il faut surtout pas... faut pas vivre dans le regret parce qu'on peut pas le changer, tu vois. Il faut juste dire, bah ouais, j'aurais pas dû faire ça, j'ai été con. Allez, on passe, on avance et on profite du moment présent. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dirais du coup à Fibre Tigre si tu pouvais revenir dans le passé et le voir 20 ans plus tôt? Non, tout est nécessaire, donc je dirais rien. Je dirais rien. Tout est nécessaire.
Maintenant, je dirais, ouais, achète google.com, tu vois, tu pourrais le revendre. Mais non, ou achète des bitcoins, tu vois, j'en sais rien, mais... Achète tous les noms de domaine de toutes les futures stars. Sinon, mais même pas, parce que, ouais. Mais bon, c'est pas... achète du bitcoin. Ouais. Non, mais même, c'est... comment dire? Et alors, t'as 100 000 euros de plus. Enfin, en fait, j'ai une théorie, qui est la théorie du million de dollars, ok? Moi, ma théorie du million de dollars, alors c'est un truc que ça va vous faire rire parce que c'est faux, mais moi, j'y crois un peu, d'accord? Ma théorie, c'est que tu as 1 million de dollars, tu peux l'obtenir quand tu veux. N'importe qui peut obtenir 1 million de dollars quand tu veux, s'il a une bonne façon de le dépenser. Parce que la plupart des gens, tu leur dis, je te donne 1 million de dollars, t'en fais quoi? Ils vont te dire, j'achète mon appartement. Super, tu vois. Et je fais quoi? Après, je le place, et après, je fais ce que je veux, je fais un petit job. C'est ce que les gens te répondent, tu vois. Et moi, je leur dis, mais c'est nul à chier. Je veux dire, c'est complètement à chier votre truc. C'est-à-dire que, en fait, je vous donne 1 million de dollars et rien ne change dans votre vie et rien ne change pour moi, tu vois. Peut-être que ça veut dire que les gens n'ont pas besoin. Exact. Non, c'est-à-dire qu'ils ne le méritent pas, tout à fait. Mais si par exemple, tu vois un mec et tu lui dis, je te donne 1 million de dollars, tu fais quoi? Et le mec, il dit, mais mec, c'est pas ce que je fais. Je prends une montgolfière géante, je la mets sur Paris, je lance des tracts en feu, tout ça. J'ai envie de lui donner 1 million de dollars et il l'aura, tu vois. Quand tu as un bon projet qui nécessite 1 million de dollars, tu l'obtiens. Mais quand tu as un projet de merde qui est de vivre ta vie comme un con, forcément, tu l'as pas. Non, mais c'est vrai. Et c'est ma théorie du million de dollars. Et moi, j'ai pas vraiment, pour le coup, pas besoin d'1 million de dollars. Je saurais pas du tout quoi en faire. Voilà, c'est ça. Mais le jour où tu sais quoi en faire, tu verras, il arrivera, tu vois. Eh ben, merci beaucoup, Fibre Tigre, d'être venu sur Nouvelle École. Merci, On finit Nouvelle sur École. cette théorie du million de dollars que j'ai bien aimée. Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais, qui veulent en savoir plus @Fibre Tigre sur Twitter, voilà. C'est le hub central. Le hub central. Ou alors sinon, ils tapent Fibre Tigre sur Google et ils savent tout de moi. Ah, je te demanderais bien une petite question de néophyte. Oui. Quel bouquin de SF recommandes-tu à moi qui ai déjà lu Ender's Game, enfin la stratégie Ender? Très bon livre. Excellent. Et qui va commencer les trucs de Asimov là maintenant. Donc ni l'un ni l'autre. Asimov déjà, il a un petit peu un passé à Harvey Weinstein, donc il faut pas trop le lire en ce moment, il est pas très cool pour ça. Et non, ok, ouais, mais à ce d'accord. compte-là, on lit pas Céline, on lit rien quoi. Alors il y a un livre coup de cœur. Alors je peux en parler beaucoup, mais il y a donc un livre de SF intelligent et bien qui est Un feu sur l'abîme de Vernor Vinge, qui est très malin. Voilà, et Vernor Vinge, c'est un mathématicien, donc c'est un livre d'un grand space opéra où plus on s'éloigne du centre de la galaxie, plus la vitesse de la lumière va vite, en quelque sorte. Et en fait, ça a des impacts, c'est-à-dire les ordinateurs vont plus vite et les humains pensent plus vite. Et du coup, en fait, quand ils s'échappent, quand ils vont vraiment au bord de la galaxie, ils pensent tellement vite qu'ils deviennent des dieux. Et en fait, il y a une migration d'humains bêtes qui deviennent des dieux au fur et à mesure. Et c'est toute une histoire sur ce voyage, ces dimensions. C'est très, très... Il y a l'Internet du futur aussi, c'est fantastique. Super intéressant. Donc ça, c'est ma grande recommandation, Un feu sur l'abîme de Vernor Vinge. Et sinon, il y a les 3 grands écrivains du XXe siècle. C'est Arthur C. Clarke, Asimov et Robert Heinlein. Et Heinlein a écrit 3 livres très intéressants qui sont un petit peu pénibles à lire, mais il faut les lire parce qu'ils ont un impact aujourd'hui. Je cite pas Dick parce que... Donc, le premier livre de Heinlein, c'est Étoile garde à vous, qui a été fait sous forme de film sous le nom de Starship Troopers. Alors, Starship Troopers, c'est un film qui dénonce la guerre et qui est très malin, de Verhoeven, qui a pas pris une ride, qui est très beau. Et pourtant, le livre, c'est un livre qui est pro-guerre. C'est-à-dire que c'est un livre qui, quand tu le lis, t'as hyper envie d'aller à l'armée. C'est ouf. Non mais c'est vrai. Et même, je sais que toi, t'as pas du tout envie d'aller à l'armée. Moi non plus, tu vois, je suis un peu. Moi, je suis hyper influençable. Moi, quand je regarde Top Gun et tout, après, j'ai mais là, c'est ouf. C'est ouf que t'as envie d'aller à l'armée. C'est super bien foutu. Et c'est un ancien militaire à Rennes. Et c'est intéressant de voir un film qui est hyper l'antithèse du livre et avec le même talent. Tu vois. Donc c'est très très intéressant. Et du coup, tout le monde a dit après, oh mec, t'es un peu relou, t'es un peu pro-guerre. Et il a écrit un livre qui s'appelle Étranger en terre étrangère. Le film va sortir cette année. Et Étranger en terre étrangère, c'est un livre super pacifique à fond. Et ça a fondé le mouvement hippie de ouf. C'est l'amour libre, la paix, tout ça, tout est dedans. C'est fantastique. Et le dernier livre, et je trouve que donc politiquement, c'est très très intéressant ces livres. Et le dernier livre, il est bluffant. Il s'appelle Révolte sur la Lune. Donc, c'est l'histoire des gens qui habitent sur la Lune et qui veulent se désolidariser de la Terre. Et il y a un ordinateur intelligent dedans. Et franchement, le mec, il a tout compris à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le deep learning, tout est expliqué dans ce bouquin qui date de 1960. C'est ouf.
Et j'étais comme un fou. J'en cite encore un livre qui est de Alfred Bester qui s'appelle Terminus les étoiles. C'est un livre déjà fantastiquement écrit. Cyberpunk, alors qu'il a été écrit en 57, donc il est comment ça s'appelle, il est visionnaire de fou. Et le pitch, c'est que dans le futur, les gens, ils peuvent se téléporter où ils veulent, juste en pensant au lieu. Donc, comment se reconfigure la société ? Comment on fait des prisons ? Comment sont les riches ? Comment sont les pauvres ? Voilà. Et c'est ouf, un livre ouf. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur Nouvelle École. Merci à toi. Fibre Tigre, donc @FibreTigre. Voilà, sur Twitter. Et ben voilà, merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École. C'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section avis de iTunes ou de l'application podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundis sans faute à 17h. À la semaine prochaine. Aujourd'hui, je reçois Fibre Tigre. Fibre est un individu mystérieux, entrepreneur et artiste dont l'activité principale provient de son Ça, c'est bien de la merde.